Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 20 novembre. L'affaire de la vache folle devient un test pour l'Union européenne. La France, plutôt isolée, tente de convaincre ses partenaires d'adopter les mêmes principes de précaution qu'elle. Le réchauffement de la planète est un danger à la conférence de La Haye. Le président Chirac estime qu'il y a péril en la demeure. Au Proche-Orient, de nouveau des actes de guerre, explosion devant un bus scolaire imputé par Israël au Fatah de Yasser Arafat. Israël a répliqué par air et par mer en bombardant Gaza. 13 jours après les élections aux États-Unis, toujours pas de président, mais une réunion de la Cour suprême de l'État de Floride pour abréger ou poursuivre le feuilleton du dépouillement. Pour protéger les droits de l'enfant, l'Union européenne prévoit un plan commun d'action. Des initiatives plus locales sont en cours. Nous vous proposerons une expérience de théâtre comme prévention de la pédophilie et de l'inceste dans la région de Grenoble. Du théâtre, un trait de l'esprit, c'est la pièce de Margaret Edson, mise en scène par Jeanne Moreau au Théâtre National de Chaillot. Le récit à la première personne d'une femme atteinte d'un cancer en phase terminale. Interprétation exceptionnelle de Ludmila Michael, qui est notre invitée ce soir. À Bruxelles, lors de la réunion des ministres de l'Agriculture, la France assume la présidence, mais cette position momentanée ne l'empêche pas d'être quelque peu isolée lorsqu'elle veut faire adopter les principes de précaution décidés pour elle-même face à l'épidémie de vache folle. Pire, il a été recommandé à la France de ne plus exporter ses farines de viande ou d'os, ni sa viande à l'os. En revanche, et malgré de fortes divisions entre pays européens, il y aura bien un accroissement des tests sur tous les animaux. À Bruxelles, reportage Éric Mézy. Vous êtes le président. C'est ainsi que le commissaire allemand de l'agriculture a accueilli un peu ironiquement Jean Glavany. Président certes, mais représentant d'une délégation française montrée du doigt. Car aujourd'hui, le bœuf français inquiète. Pourtant, la France fait tout pour rassurer. La semaine dernière, elle a supprimé les farines animales. Aujourd'hui, elle voudrait que les 15 s'alignent. Nous, je vais expliquer pourquoi nous les avons interdites et pourquoi nous souhaitons une harmonisation européenne, parce que je pense que dans un marché unique, il faut avoir une harmonisation des mesures. Voilà. Et avec quel argument pour convaincre les pays sceptiques, ceux qui sont indemnes, ceux qui se disent indemnes. Ceux qui se disent indemnes. Voilà, en leur disant que le jour où on développera beaucoup les tests, il y en aura de moins en moins qui se diront indemnes. Voilà. Les pays qui ont déjà interdit les farines animales, comme le Royaume-Uni et le Portugal, devraient soutenir la France. À ces États membres s'ajoutent l'Espagne, la Belgique et l'Italie. En face, un groupe de pays du nord de l'Europe, emmenés par l'Allemagne, refuse toute interdiction. Ils se disent peu ou pas touchés par la maladie de la vache folle. Faute de compromis sur les farines, la Commission européenne propose un programme de test. Dès janvier prochain pourrait avoir lieu un dépistage systématique de tous les animaux dits à risque. Ensuite, ce serait le tour des animaux considérés comme sains mais âgés de plus de 3 ans et demi d'être testés à l'abattoir. Chaque pays va devoir prendre conscience qu'on ne pourra pas vivre sans plus de transparence pour rassurer le consommateur. Alors ce sera le choix entre les interdictions totales ou les tests pour rassurer. Arrivée en position d'accusé, la France fait tout pour montrer qu'elle est le bon élève de l'Europe, qu'elle est en avance en matière de prévention sur l'ESB. Bien sûr, elle n'a pas obtenu gain de cause sur les farines animales, mais elle va essayer de convaincre les 15 que plus on augmente le nombre de tests ESB, plus on rassure le consommateur. Et les Pays-Bas ont décidé de suspendre l'abattage de bovins en provenance de France. En Grèce, plus question de viande importée sur les marchés de gros. Et puis des éleveurs italiens ont bloqué tout au long de cette journée les camions venant de France. Et ce dès ce matin. C'était au col de Fréjus. C'est dire le soupçon dont est victime la production française. Pour Lionel Jospin, qui dégustait, vous le voyez, une assiette de viande en fin de matinée à Orléans, un amalgame s'est créé dans les esprits. D'autre part, a dit le Premier ministre, je suis sidéré quand je vois que certains pays disent achetez notre viande, il n'y a pas de cas de ESB dans notre peau et qui n'ont pas de dépistage. Quand on ne cherche pas, on ne trouve pas, a ajouté M. Jospin. Demain, Jean Glavany doit révéler un plan d'aide à la filière bovine qui devrait se chiffrer en plusieurs milliards de francs, car le soupçon est aussi chez les consommateurs. Et cela se retrouve depuis les marchés jusqu'aux restaurants, comme le rapportent Peggy Leroy, Pascal Caron et Bruno Giraudot. Les grossistes préparent leur viande avec soin et quand tout est enfin prêt, ils attendent le client. Peu de bouchers étaient au rendez-vous ce matin à Rungis. À quoi bon venir acheter de nouvelles carcasses quand les frigos sont encore pleins de viande de bœuf? Dans le bœuf, nous sommes à 50% de moins de chiffre d'affaires. Pourtant, on fait la meilleure viande qu'on peut trouver à Rungis. Que des bêtes jeunes et primées. La plupart des grossistes savent déjà que la moitié de leurs marchandises va leur rester sur les bras. Un gâchis qui les écœure.
Bien avant 96, il y avait déjà la vache folle et les gens en consommaient comme d'habitude. Je vois pas pourquoi d'un seul coup, il y a eu cette psychose. Une psychose que rien ne semble pouvoir arrêter. Formation interministérielle concernant l'ASB, bonjour. Nous sommes dans la cellule de crise créée par le gouvernement hier. Déjà 8000 appels. J'ai un rideau au congélateur, est-ce que je peux le manger? Je fais du sauté de veau, est-ce que je peux prendre un bouillon cube que j'ai dans mon placard? Des questions vraiment, la vie de tous les jours. À croire que le garde-manger est devenu le suspect numéro 1 des Français. Et pourtant... 2 onglets sur ce banc-là, 2 pavés, un onglet. Voici les commandes du jour des clients de Serge Alzerat. Dans son restaurant, pas de psychose. La carte donne le ton. Ici, c'est porc, bœuf ou rien du tout. La vache folle, on en rigole. Les suicidaires, j'en ai tous les jours et de plus en plus qui viennent se suicider à la côte de bœuf. Suicidaire, pas tant que ça. Depuis 20 ans, le restaurateur signale à ses clients d'où provient la viande posée dans leur assiette. Le patron est incollable sur la généalogie de chaque bête. On peut remonter à la personne qui a battu, au vétérinaire qui a surveillé la bête, à l'éleveur, à sa mère, à son grand-père, on peut tout avoir. Chaque morceau cuisiné ici a reçu le label rouge. Les habitués ne s'en lassent pas. Cette viande-là, peut-être, échappera à la crise. En fin d'après-midi, le Premier ministre recevait l'association des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il répondait ainsi aux demandes des familles qui viennent de déposer plainte pour empoisonnement. Toute utilisation de farines animales étant désormais interdite en France, cela inquiète des producteurs exportateurs de volailles et de porcs en Belgique. Non soumis à cette interdiction, ils craignent d'être désormais montrés du doigt. Reportage près de Namur et Courtrai en Belgique de Jean-Bernard Schmitt et Nathalie Gallet. 36 000 poulets à couver du regard et l'inspection est méthodique. Chaque matin, Marc Watelet doit s'assurer que tout son élevage se porte bien. Une vérification d'autant plus minutieuse que dans 2 jours, ces volailles partiront à l'abattoir. Des poulets destinés à être vendus en morceaux sur le marché belge, mais aussi en France. Ces bêtes, Marc Watelet les nourrit avec du froment mélangé avec des farines animales. La routine, comme presque partout, jusqu'à ce que la France en décide autrement. Nous avons des craintes que la Belgique ait tendance à suivre la France et change sa position, alors que sa position actuelle, c'est de souhaiter une interdiction totale des farines animales, mais dans un certain temps, donc pour donner le temps d'adaptation. Adaptation, certes, mais le marché, surtout français, aura-t-il la patience d'attendre? En clair, la France peut-elle interdire l'importation de bêtes nourries aux farines animales? Marc Watelet n'ose pas y penser. Ici non plus, on n'y pense pas. Westless est le numéro 1 belge du porc et réalise 60% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Pour Jos Claes, le PDG, pas question de laisser s'installer le moindre doute sur la qualité de la viande. L'an dernier, le porc belge a suffisamment souffert en pleine crise de la dioxine. Il a fallu trop d'efforts pour s'en sortir. On a appris beaucoup de choses et qu'il faut très bien communiquer, qu'il faut savoir donner la confiance à ses clients grâce à la traçabilité, grâce à beaucoup de cahiers de charges qui sont rigoureusement suivis. Rassurer les clients, rassurer aussi les producteurs. Depuis plusieurs semaines, les syndicats agricoles belges tentent de vaincre le malaise du secteur. On est inquiet parce qu'on a l'impression que les décisions sont prises, vont être prises dans les heures qui viennent, alors qu'il n'y a pas une réflexion approfondie qui a lieu, alors que les scientifiques n'ont pas encore été contactés ou en tout cas questionnés de façon approfondie. Tract, conférence de presse. Pendant le Conseil européen, le syndicat agit pour éviter à tout prix la psychose. Le réchauffement de la planète est un danger. À la conférence de l'ONU qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas, la prise de conscience semble plus forte qu'à l'habitude. Les États-Unis ont été invités à rejoindre les grands pays industrialisés dans le combat contre l'émission de gaz à effet de serre. Il faut dire qu'ils en produisent à eux seuls 1/4 des émissions mondiales. Et le président Chirac, présent à La Haye ce matin, a bien parlé d'urgence en utilisant les termes de péril dans la demeure. Depuis 1992, nous avons accumulé trop de retard dans la lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, il y a péril en la demeure. Il s'agit bien d'une révolution des esprits. Nous avons établi notre prospérité sur une énergie abondante. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience que toute ressource naturelle a un coût, que toute pollution est une forme de gaspillage, que les capacités de régénération de la planète
ne sont pas illimités. Et pour que les choses soient bien claires, c'est en images qu'il fut démontré que les modifications climatiques avaient déjà des effets. Exemple avec ce village canadien, à 1000 km du pôle Nord, l'habituelle partie gelée de ce village est en train de fondre. Explication de notre envoyé spécial Romuald Bonan. C'est l'histoire de Saxe Harbour, un village inuit discret, devenu bien malgré lui l'illustration de ce qui nous menace tous, le réchauffement de la planète. Nous sommes à 1000 km du pôle Nord. Ici, on naît, on meurt, chasseur ou trappeur. Et on vit avec la météo. Mais depuis plus de 50 ans, quelque chose a changé. Le permafrost, ce sol gelé toute l'année, sur plusieurs mètres parfois, fond et laisse la place à de la boue. Il pleut plus souvent au lieu de neiger. Le soleil brille tout le temps, les étés sont plus chauds, les printemps plus précoces. Je ne sais pas ce qui peut arrêter ça. Plusieurs chasseurs d'expérience sont décédés ici, piégés par des trous dans la banquise. La glace qui fond, c'est aussi moins de pêche, moins de chasse. Sur ce lac, il y avait de la glace avant, même en été. Et cette glace, elle permettait aux phoques de venir du nord. On était contents. Depuis 5 ans, des scientifiques canadiens étudient les témoignages de ces Inuits. Des réunions avec les habitants permettent d'évaluer l'importance de ces modifications écrites sur ces petites affiches. Le 9 novembre, on peut encore naviguer. L'été dernier, pas d'iceberg, impossible de chasser les phoques. Des changements qui pourraient obliger la communauté à partir. Nous connaissons notre banquise depuis plusieurs siècles. Ces changements sont bien réels. C'est notre tradition qui nous permet de le dire, une sorte de savoir scientifique. L'Arctique est en train de fondre à cause du réchauffement de la planète. Après les Inuits, d'autres populations pourraient en souffrir. Au Proche-Orient, attentat à la bombe ce matin devant un car scolaire transportant des enfants de colons juifs entre 2 enclaves dans la bande de Gaza. Il y a eu 2 morts, 2 adultes israéliens et 9 blessés. Riposte cet après-midi, bombardement venu d'hélicoptères mais aussi de navires au large de Gaza. Récit de cette nouvelle journée de riposte de guerre avec Charles Anderlin, Yann Jikel et Mossi Harmon. Avec ce bombardement de la ville de Gaza et l'attentat anti-israélien de ce matin, une nouvelle étape tragique vient d'être franchie aujourd'hui. 7h30, un obus a explosé à proximité de 7 autobus de ramassage scolaire. Ils transportaient des enfants de la colonie de Kfar Darom vers une école religieuse dans une implantation plus au sud. 2 enseignants, un homme et une femme ont été tués sur le coup. Il y a 9 blessés, dont 5 enfants, certains très gravement atteints. Profondément secoués, les habitants des colonies de Gaza expriment leur douleur et leur colère. Cet homme s'adresse à Ehud Barak. Et moi je te dis, et regarde-moi bien dans les yeux, encore un enfant de Gush Katif. Et moi personnellement, moi je viendrai chez toi et je te prendrai tes enfants. Maintenant tu fais ce que tu veux. Les policiers ont réussi à le calmer. Moi j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai jamais vu une chose comme ça. Nous on se battait, on n'allait pas se faire poignarder et pas agir. On a été des hommes dans la guerre d'Algérie, on a fait la guerre d'Algérie. Et malheureusement il y a eu des morts de chaque côté, mais on s'est battu. Tandis qu'ici on se bat pas, on se laisse tuer. Sur un autobus, des colons ont placé une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Un Premier ministre avec du sang sur les mains ». À Jérusalem, les élèves d'une école religieuse ont manifesté et bloqué brièvement l'entrée de la ville. Pendant ce temps, le Premier ministre Ehud Barak réunissait son cabinet de sécurité. En début d'après-midi, les renseignements militaires accusaient les groupes armés du Fatah et rejetaient la responsabilité de l'attentat sur l'autorité palestinienne. À Gaza, le porte-parole de Yasser Arafat démentait et affirmait que l'autorité n'était aucunement liée à l'attaque de ce matin. Mais à la tombée de la nuit, commençait l'opération israélienne. Des hélicoptères de combat ont bombardé des dizaines de cibles dans la bande de Gaza. Alors le plus surprenant, Charles Anderlin, c'est que l'on pensait depuis quelques jours que des discussions de paix étaient possibles. En tout cas, on pensait qu'effectivement le dialogue allait reprendre. Jeudi soir, secrètement, le ministre israélien du Transport, Lipkin Shahak, a rencontré à Gaza Yasser Arafat. Le lendemain, le président palestinien a publié des ordres très stricts demandant
aux Palestiniens de ne pas ouvrir le feu depuis la zone A, depuis la zone autonome, d'éviter les provocations. Et hier soir, il y aurait même eu, selon la radio israélienne, un entretien téléphonique entre Ehud Barak et Yasser Arafat. Mais dans ce conflit, chaque fois qu'on a l'impression qu'on va faire un pas en avant, eh bien en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a 2 pas en arrière. Alors ce soir, Charles, les tirs de missiles, les bombardements sont terminés, l'opération israélienne de riposte est terminée, mais quelles sont les réactions ? D'abord, côté palestinien, il y a des manifestations spontanées un peu partout dans les territoires palestiniens. La télévision palestinienne qui émet depuis un émetteur de rechange, son émetteur principal, a été bombardée, a lancé des appels au monde arabe, au monde islamique pour qu'ils viennent à leur aide et à l'aide des Palestiniens. Et puis l'autorité autonome a lancé des appels à la communauté internationale pour qu'elle accorde une protection aux Palestiniens. Côté israélien, il y a toujours des appels à la démission du Premier ministre Ehud Barak. Merci Charles. Le président du Pérou, Alberto Fujimori, a confirmé à nos confrères de l'agence France-Presse qu'il démissionnerait bien de son poste. Il a d'ailleurs envoyé sa lettre de démission, poste auquel il avait été réélu pour un 3e mandat consécutif le 9 avril dernier. Pour l'instant, comme vous le voyez, M. Fujimori est en voyage au Japon, à Tokyo, voyage qu'il pourrait bien prolonger. Et puis aux États-Unis, le feuilleton électoral continue. 13 jours après la journée proprement dite de vote, ce soir, ce sont désormais les juges à la Cour suprême de Floride qui sont sollicités. Ils doivent dire si l'on poursuit ou non les décomptes manuels des bulletins de vote. Alors regardez bien, en voici un. C'est un bulletin de vote, un exemplaire d'un bulletin de vote qui vient de Floride. C'est une carte perforée, toute simple, toute bête, dont le maniement semble très délicat, au point qu'il faut rechercher parfois les petits confettis des trous effectués. En Floride, pour France 2, Isabelle Bechler et Édouard Perrin. Jamais la petite ville de Tallahassee, capitale plutôt assoupie de la Floride, n'a connu un tel branle-bas de combat. Elle est le centre de mire du monde entier après un week-end très calme qui a vu les 7 juges de la Cour suprême travailler dans le secret de leur bureau sur les arguments rendus par les républicains d'un côté et les démocrates de l'autre. La question est la suivante. Doit-on incorporer les dépouillements manuels au résultat final de l'élection, comme le réclament les avocats démocrates, qui plaident aujourd'hui sous la houlette de Warren Christopher? Si la Cour décide que oui, le 43e président des États-Unis ne devrait être connu qu'au début décembre, car ses décomptes manuels sont toujours en cours. Si les 7 juges donnent raison aux républicains, qui réclament une proclamation immédiate du vainqueur, alors le prochain président sera George W. Bush, qui mène actuellement par 930 voix sur les 6 millions de suffrages exprimés en Floride et raflera ainsi les 25 grands électeurs de la victoire. Les magistrats de la Cour suprême de Tallahassee sont réputés à la fois pour leur grande exigence et pour leur sérénité. Ils sont en train de soumettre à un feu nourri de questions démocrates et républicains, mais ne devraient pas se presser outre mesure de rendre leurs décisions. En Corse, un attentat la nuit dernière a endommagé l'antenne locale de la direction départementale de l'équipement à Corté. C'est une voiture bourrée d'explosifs qui était garée devant les locaux. Les dégâts matériels sont importants. L'action n'a pas été revendiquée. Et puis mercredi, il y aurait une nouvelle réunion à Paris, au ministère de l'Intérieur, au sujet du futur statut de l'île. En préparation du congrès du Parti socialiste qui se tiendra à partir de vendredi prochain à Grenoble, on connaît maintenant la répartition des votes sur les différentes motions proposées. La motion majoritaire, défendue par François Hollande, obtient plus de 73% des voix des adhérents du PS, celle de la gauche socialiste de Julien Drey un peu plus de 13%, mais une motion devancée par celle d'Henri Emmanuelli. Le député des Landes fait donc un retour en force avec des thèses souvent plus radicalement à gauche que celles du gouvernement. Portrait d'Henri Emmanuelli avec Jean Wittenberg et Marie-Pierre Cassignard. Il n'en finit plus de le déguster, ce retour. De savourer ce moment où il fait à nouveau un peu peur, où l'on redoute de débattre avec Henri Emmanuelli. Car c'est une première, au congrès de Grenoble, contre la ligne officielle, contre la majorité du parti, Henri Emmanuelli présente sa motion avec ses troupes. Je n'aspire à rien de particulier, mais je ne veux pas que le socialisme devienne simplement une marque commerciale. Je veux qu'il y ait un contenu. Et le contenu version Emmanuelli n'est pas tendre pour la politique du gouvernement. Dans sa motion, le député des Landes réclame la hausse des salaires, une autre politique fiscale, sans oublier d'émettre des réserves sur le plan Jospin pour la Corse. Résultat, ce soir-là, devant les militants, Henri Emmanuelli semble par moments accabler son voisin Henri Weber, venu lui défendre la motion Hollande, c'est-à-dire la ligne du gouvernement. Le débat aurait permis au gouvernement, et je mesure mes mots, d'éviter certains malentendus. Mais la grogne, ces coups de gueule qui font partie du personnage ont leurs limites. On le sait bien, y compris à Mont-de-Marsan, chez lui, où sa motion dépasse 90% des voix. Et cette limite, c'est malgré tout le soutien au patron.
le soutien à Jospin. Car ici règne un légitimiste, un homme qui n'oublie rien, ni sa filiation politique, ni les 2 années qui l'ont écarté de ce bureau après sa condamnation dans l'affaire Urbain. La revanche, ça m'est étranger comme objectif. C'est pas un objectif, la revanche, c'est un échec. L'amertume, la revanche, ça sert à quoi? Ça sert à se plomber soi-même, ça sert pas... Non, j'en vois pas l'utilité, moi. Moi, je referme cette parenthèse, qui m'a apporté aussi des choses sur le plan humain, et puis basta, hein. Droit devant. On ne sait pas exactement ce qui fait encore courir Henri Emmanuelli. Quelques places pour ses amis à la direction du Parti Socialiste, l'envie de redevenir un jour ministre, ou tout simplement le besoin de savoir si les militants l'aiment encore, sans doute un peu détroit. Devant la cour d'assises de Nanterre, le procès d'un couple accusé de violence ayant entraîné la mort de leur bébé, un bébé âgé de 7 semaines. C'était en décembre 1994. Les 2 accusés se rejettent la responsabilité des violences. L'examen de leur personnalité est peut-être l'une des clés de ce procès. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan et Alexandre Delaval. Libre il y a encore 2 jours, alors qu'elle s'entretenait avec son avocat, Magali Guillemot, 33 ans, encourt comme son mari 30 ans de réclusion criminelle. Ingénieur au CEA, elle a rencontré Jérôme Duchemin, musicien, par petites annonces. L'amour n'a pas duré, mais Lubin est né en octobre 1994. Lubin, cela veut dire amour en roumain, précise aujourd'hui son père dans le box. Hospitalisé à l'âge de 6 semaines, le bébé décède au Kremlin-Bicêtre. Hémorragie, fracture au crâne et aux membres, les médecins puis la justice prononcent le mot de maltraitance. Pour les parents de Magali, leur fille est innocente, le coupable est donc forcément le gendre. J'ai le sentiment profond qu'il est responsable de la mort de Lubin, mais il n'a pas voulu le tuer. C'est accidentel, incontestablement. Il a dû faire un geste, comme il vient de le dire, d'ailleurs un geste extrêmement violent. Le père reconnaît des gestes brusques contre Lubin, mais il soupçonne sa femme. Jérôme Duchemin, à la suite des constatations des experts, ne peut pas dire que c'est lui et ne peut penser que c'est sa femme. Et je pense que malheureusement sa femme a la même démarche. Donc je ne vois pas comment un arrangement peut être trouvé. Alors qui? La mère qui se dépeint pudique, calme, gentille, un peu garçon manqué, mais qui parle de son enfant sans émotion apparente. Le père, fragile, immature, mortifié, mais qui se targue d'être attentionné, tendre. Qui est le coupable? La justice a hésité pendant 6 ans. Les 12 jurés, eux, ont 3 jours pour identifier le parent meurtrier. Aujourd'hui, une journée des droits de l'enfant, journée permettant aux ministres de l'Union européenne de comparer leur politique en la matière. Madame Ségolène Royal s'est engagée à égaliser les droits entre enfants adultérins et enfants légitimes ou naturels, mais aussi à reconnaître le droit des enfants nés sous X à accéder à leurs origines s'ils le souhaitent. Et une manifestation avait lieu ce matin à Paris dans le 14e arrondissement pour obtenir effectivement cette reconnaissance. Il fut également beaucoup question de la protection des enfants contre les violences, notamment sexuelles. Plusieurs initiatives singulières sont menées en France contre ces violences. Ainsi, dans la région de Grenoble, à Saint-Martin-d'Air, depuis une dizaine d'années, c'est grâce au théâtre que l'on organise la prévention de la pédophilie et de l'inceste, en s'adressant aux petits-enfants. La représentation théâtrale, à laquelle ont assisté Laetitia Legendre et Madi Diawara, conduit ensuite à une réflexion. Aurore, la princesse aux peaux de 1000 bêtes, doit fuir son père, le roi, qui est tombé amoureux d'elle. Pour lui, tous les moyens sont bons pour la forcer à l'épouser. Première situation dangereuse pour Aurore, symbolisée par une poupée désarticulée, et première consultation des enfants. Est-ce qu'Aurore, elle aurait dû rester au château ou plutôt s'en aller? S'en aller. S'en aller? Moi, rester. Toi, tu penses qu'elle aurait dû rester? Oui. Non, c'est mal fait. Et il va rester tout seul, le roi. Durant le spectacle, la marraine de la princesse, de son côté, les amène à réfléchir sur ce qui est interdit. Il ne faut jamais aller seul dans un endroit qu'on ne connaît pas. Si un inconnu vous parle et vous demande d'aller avec lui, il ne faut pas le suivre. Comme dans tout conte de fées, la pièce se termine par une histoire d'amour. Voulez-vous m'épouser? Aurore rencontre un prince qui lui fait oublier son douloureux passé. Une fois le spectacle terminé, la prévention se poursuit avec des conseillères,
afin d'ouvrir la discussion, de vérifier si les enfants ont bien perçu le message. La petite fille, le roi voulait l'épouser. Oui, le roi veut se marier avec sa fille. Est-ce que c'est possible ça? Non. Est-ce que vous avez l'impression que les parents, quand ils se font des câlins ou des caresses ou des baisers, est-ce que c'est les mêmes caresses qu'ils font à leurs enfants? Les parents, ils font plutôt des bisous sur la bouche, tandis que nous, on les fait pas. Voilà. Si on voit quelqu'un qui, par exemple, viens, je vais t'inviter chez moi, je vais te donner un gâteau, peut-être ils vont nous faire un piège ou ils vont nous tuer. Nous, dans les écoles, on travaille avec l'outil théâtre et l'outil prévention sur les messages donnés, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a l'inceste, il y a l'amitié, il y a l'amour, comme disait un enfant tout à l'heure, l'amour vrai et l'amour pas vrai. Cela fait 10 ans que la pièce est présentée aux enfants de la région de Grenoble, du CP jusqu'au CM2, avec différents degrés de compréhension. Tout un travail d'écoute dans le respect de l'enfant pour que les abus sexuels aujourd'hui ne soient plus un tabou. Au Théâtre National de Chaillot, jusqu'au 23 décembre, Jeanne Moreau met en scène une pièce écrite par Margaret Edson, Un trait de l'esprit. Le récit, à la première personne ou presque, des derniers moments de la vie d'une femme atteinte d'un cancer au stade 4. Il n'y a pas de stade 5, dit-elle, en s'adressant au public. Cette femme est formidablement interprétée par Lunila Michael, que nous entendrons dans quelques instants. Sous le regard de Jeanne Moreau, pour l'instant, et nous avons pu assister avec Georges Bégou et Gilles Béruzan à des instants de répétition. Venez, mes amis. Jeanne Moreau et ses comédiens ont investi le théâtre de Chaillot où pour la première fois l'actrice est devenue metteur en scène. La pièce est américaine et le sujet particulièrement délicat. J'aurais aimé qu'il en soit autrement. J'aurais préféré qu'une pièce dont je suis le sujet ait un élan mythico-héroïco-pastoral. Mais la réalité, un cancer des ovaires en phase terminale l'interdit. Alice au pays des merveilles, vous n'y aurez pas droit. J'étais effarée quand j'ai découvert que la pièce contiendrait certains éléments comiques. Vous avez un cancer. Et Blanc, inoubliable, vous parlez d'un choc, il a fallu que je m'assoie. Asseyez-vous, je vous en prie, mademoiselle Bering. Je n'ai pas l'intention de divulguer l'intrigue, mais je crois que je meurs à la fin. L'auteur m'a accordé moins de 2 heures. Peu de femmes n'ont pas été sujettes à cette maladie. Il se trouve que moi, je l'ai ressenti dans ma chair il y a longtemps de cela et que je n'ai pas pu avoir d'enfant à partir de l'âge de 33 ans. Mais je n'y ai pas pensé en lisant la pièce. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est combien cette épreuve peut forger un caractère. Laissez-le s'arrêter. Vraiment? Oui. Donc, si votre cœur s'arrête de battre... Laissez-le s'arrêter. Vraiment? Oui. Je vais prévenir Kélékion. Suzy? Oui. Vous continuerez à vous occuper de moi, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ma chérie. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir Lunila Michael. Je disais formidable interprétation et en même temps on se demande comment vous arrivez à rentrer dans ce personnage. Écoutez, j'ai eu la chance d'être mise en scène par une grande artiste et une femme exceptionnelle et d'une grande force. C'est bien qu'elle parle de ce qu'il a touché il y a quelques années et elle m'a communiqué ce courage d'entrer en scène dans ce personnage. Elle est tombée amoureuse de la pièce, elle en a fait l'adaptation avec Stéphane Laporte. Elle s'est battue pour que cette pièce voie le jour. Je dois dire que la première fois qu'elle m'en a parlé, j'ai refusé. Oui, et j'étais vraiment bien bête. Et vous avez refusé pourquoi? Je lui ai dit, vous savez, Jeanne, plus le temps avance et plus je vieillis, moins j'ai de distance avec les rôles. Et comme ce rôle est très dangereux, au fond, j'ai peur. Et quelques mois plus tard, le projet m'est revenu. Et au fond, je n'avais plus peur parce qu'elle était là.
Donc voilà, c'est pour ça, comment j'entre... C'est le fruit d'un travail, d'une collaboration avec un metteur en scène. Je ne sais pas si j'avais été mise en scène par quelqu'un d'autre ou seule, j'aurais peut-être pas pu. Parce que d'abord, c'est le choix, c'est une pièce écrite par une femme, oui. mise en scène par une femme, oui. c'est joué par une femme. C'est une sorte d'œuvre de femme, de bataille pour dire ce qui arrive à beaucoup de femmes d'ailleurs. Oui, absolument, c'est une œuvre de femme. Et d'ailleurs, les témoignages les plus enthousiastes et émus sont des femmes, et souvent d'ailleurs des femmes malades elles-mêmes, encore sous chimiothérapie, et qui disent merci de parler de ça. Parce que c'est vrai qu'en plus, j'ai l'impression qu'en France, on a un peu honte de la maladie, de la mort, des choses, de l'échec, non, ou de la société. C'est très cru, hein. Oui. La mise en scène est très crue, la lumière est blanche, c'est dur, c'est très cru. Vous vous adressez directement au public. Donc il y a une forme d'épreuve aussi que vous nous faites subir quand on est public. Oui, quelqu'un m'a dit récemment, tu sais, c'est sûrement très très difficile pour toi, mais ça peut l'être aussi pour nous. Parce que finalement, le personnage s'adresse à ce qu'il y a de plus profond chez vous. Et donc, le public est obligé d'aller avec elle dans cette réflexion. C'est une réflexion sur la vie et la mort. Elle est un grand professeur, elle est une intellectuelle brillante, couverte de diplômes, et elle a étudié dans sa bibliothèque pendant des heures des poèmes. Spécialiste poésie du XVIIe. Voilà, métaphysique justement. Alors elle dit d'ailleurs, avant c'est moi qui insignais, maintenant c'est moi que l'on enseigne. Voilà, un objet. Voilà, elle a disséqué les poèmes, et maintenant elle est elle-même sujet. Objet, elle était sujet, elle devient objet de dissection, et ce qui l'amène à une réflexion extrêmement brillante et avec plein d'humour aussi, féroce. Oui, c'est très cru, très féroce. Et sur ce qui l'entoure, c'est-à-dire le monde de la recherche médicale, et aussi sur elle-même, ça l'amène à une sorte d'introspection et à réaliser ce qu'elle a pu être aussi comme professeur, peut-être manquer d'humanité, pour l'amener à une plus grande humanité. C'est ça que raconte la pièce aussi. Mais la transformation physique, vous êtes habillée comme une malade, oui. Vous avez une perruque qui cache vos cheveux, vous le vivez comment? C'est renoncer à séduire, c'est renoncer à beaucoup de choses quand on est une comédienne qui a interprété autant de rôles, ou c'est des rôles, je dirais, d'amoureuse. Toujours, oui, d'amoureuse, de charmeuse, où j'avais des belles robes, où j'ai plutôt été une sorte de reine, de princesse. Il y a un refus. Mais là, c'est autre chose. Mais c'est une expérience. Enfin, à partir du moment où on dit oui, on n'y pense plus. C'est un peu comme le saut à l'élastique d'ailleurs. Je veux dire qu'on se lance, et j'étais tellement passionnée de toute façon par ce travail que ça n'est pas une souffrance, parce que c'est l'âme à nu au fond. Et c'est assez beau. Je me présente à vous nu comme le personnage. Donc ça oblige aussi les spectateurs de se mettre un peu à nu au fond, en sortant de la salle une sorte peut-être de réflexion. On parlait sur le sujet sur les enfants. Le théâtre est fait aussi pour la réflexion, et je pense que c'est un spectacle qui peut donner des forces et donner envie de vivre. Je sais que, en tout cas, le courage du personnage me donne des forces. C'est vrai. On l'a vraiment ressenti comme ça. Je rappelle, c'est un trait d'esprit, c'est jusqu'au 23 décembre au Théâtre National de Chaillot. Merci d'être venu nous en parler, Lunia Michael. Merci. Du sport, de la voile, dans l'épreuve Vendée Globe, c'est Michel Desjoyaux qui est en tête. C'est lui en effet qui semble avoir le mieux abordé le poteau noir, c'est-à-dire la zone de vent instable délimitant l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Explication et commentaire Alexandre Cara. Une étrave qui fend l'eau à pleine vitesse, cap sur l'équateur. Roland Jourdain, 4e du Vendée Globe, c'était il y a quelques heures au large des côtes de l'Afrique. Depuis les premiers bords, ce tour du monde en solitaire prend des allures de régate au long cours. Les premiers, Desjoyaux, Parlier, Tiercelin, pénètrent dans le poteau noir. Cette zone géographique au contour incertain, passage obligé pour franchir l'équateur, l'une des difficultés majeures de la course. Le poteau noir se situe entre l'Amérique et l'Afrique, dans la zone équatoriale. Météorologiquement, ça représente une zone où il n'y a pas beaucoup de vent, le vent n'est pas très bien organisé au point de vue direction, et vous avez souvent des cumulonimbus qui se développent, donc des orages et des averses. Le passage du poteau noir, un vrai casse-tête pour les chasseurs de vent. Depuis des jours, les marins du Vendée Globe observent le ciel pour trouver la bonne option météo, pour découvrir le couloir venteux qui leur permettra de ne pas trop ralentir et même de prendre le meilleur sur leurs adversaires. Les malchanceux, piégés pendant des heures voire des jours, dans le calme plat. Dans la course, il y a des options à l'est, à l'ouest. Moi, je fais partie de l'ouest. J'espère que je retrouverai le nouveau vent en l'été. Et donc, ça demande pas mal d'attention. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de sommeil dans les dernières 24 heures là.
parce qu'il faut profiter de la moindre risée. Déjà, il y a des marins en perte de vitesse alors que d'autres rattrapent leur retard. Dans les prochaines heures, le poteau noir rendra son verdict pour choisir, en attendant le cap de Bonne-Espérance, ceux qui auront une place au soleil. Du football avec championnat de France de première division. Bordeaux poursuit une série de 13 matchs invaincus. Les Girondins sont désormais en tête du championnat et ils ont battu hier soir Rennes 3-0. Vous avez vu le premier but d'Alain Roche. Puis il y en a eu deux autres du Portugais Paoletta, mais ce dernier s'est ensuite baissé et est atteint d'une élongation, sans doute indisponible pour les matchs à venir. En revanche, du côté de Marseille, on a du mal à attirer les bonnes volontés. Luis Fernandez a finalement décliné l'offre de reprendre le poste d'entraîneur. On a appris aujourd'hui le décès du prix Nobel Louis Néel, physicien, fondateur du Centre d'études nucléaires de Grenoble, humaniste, auteur de plus de 200 ouvrages. Louis Néel était âgé de 96 ans. Et puis la disparition hier de Robert Escarpit, universitaire à l'université de Bordeaux, écrivain, journaliste talentueux, notamment dans ses billets du journal Le Monde. Robert Escarpit était âgé de 82 ans. Enfin, je vous signale que ce soir, France 2, comme les autres chaînes de télévision, diffusera, et c'est dans quelques secondes, un clip spécial extrait d'un album dont le produit financier ira à la lutte contre le sida. Une centaine d'artistes, Ensemble contre le sida, ECS, se sont de nouveau réunis pour aider à la lutte contre le sida. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Donc, des chiffres inquiétants viennent cependant de révéler que l'épidémie de sida ne régresse plus que très faiblement en France. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle quelques-unes des actualités que nous avons développées. L'affaire de la vache folle devient un test pour l'Union européenne. La France est plutôt isolée, mais elle tente de convaincre ses partenaires d'adopter les mêmes principes de précaution qu'elle. Et puis au Proche-Orient, de nouveau des actes de guerre. Il y a eu une explosion devant un bus scolaire imputé par Israël au Fatah de Yasser Arafat, 2 morts et 9 blessés. Puis Israël a répliqué en bombardant par hélicoptère et en tirant des missiles depuis des navires au large de Gaza. La météo, c'est dans quelques secondes avec Nathalie Riouet, suivi de jour après jour présenté par Jean-Luc Delarue. À 22h30, Argent Public, le magazine présenté par Sylvain Attal. À 0h50, le journal de la nuit vous sera présenté par Laurence Piquet. Et puis demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin reçoit Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. À 13h, vous retrouverez ici même Gérard Rolls. À demain 20h, bonsoir, merci.